Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour devenir un homme à la page, vous en avez lu beaucoup d'autres. Il ne faut jamais dire jamais, dit le proverbe. Mais ce n'est pas seulement pour cette raison que je vous reçois ce soir et pour une heure. Bonjour Frédéric Tadei. Bonjour Jacques Pessis. Alors on va évoquer tout à l'heure votre collection qui est assez étonnante avec des livres, les Birthday Books, qui est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un sujet passionnant et qui vous a passionné. Mais le principe des clés de vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais indirectement, le 10 janvier 1929. C'est la date des débuts des aventures d'un auteur, d'un personnage dont vous allez reconnaître la voix de l'auteur. Alors j'avais besoin d'un capitaine de bateau, d'un capitaine Hergé. Oui, car ivrogne. Tintin au pays des Soviets est paru ce jour-là pour la première fois dans le petit 20e. Et je crois que Tintin, c'est votre première lecture, Frédéric Oui, Tadei. absolument. Je pourrais presque dire que j'ai appris à lire dans Tintin et je me souviens, alors que je ne savais pas encore lire, quand mes parents recevaient des amis à la maison, je venais avec mon Tintin et je suivais les lignes avec mon doigt comme si je savais lire pour essayer de les épater. Alors, il paraît que c'est l'abbé Vallès qui a suggéré ce personnage à Hergé. Et le modèle, on ne le sait pas toujours, c'est un jeune reporter danois, Paul Hjuld, qui avait remporté un prix Jules Verne dans le cadre du centenaire de Jules Verne et qui a fait le tour du monde en 44 jours. Oui, alors ça, il y a beaucoup de modèles. Hein. On a dit aussi que c'était Léon Degrelle qui deviendra un collaborateur pendant l'occupation allemande. Il y a sûrement beaucoup de modèles. Il était dans un journal où il y avait des reporters. Il a imaginé un reporter. Exactement. Un reporter d'ailleurs qui écrive jamais d'articles. Ça, c'est curieux. Oui. Mais on les voit quand même dans le journal. Alors, l'origine de votre passion pour la lecture, Frédéric Tadei, je crois que ce sont des week-ends très ennuyeux à la campagne. C'est vrai, vous avez raison. Je m'ennuyais terriblement à la campagne, dans la maison de campagne de mes parents. Et j'ai lu. Je pense que je serais né une génération plus tard. J'aurais eu un ordinateur, j'aurais été sur Internet, j'aurais regardé des films toute la journée. Aujourd'hui, on peut regarder des films toute la journée si on en a envie. J'aurais lu beaucoup moins. À l'époque, on s'ennuyait. Voilà. C'était l'avantage. Et je crois que l'un des premiers livres qui vous est marqué, c'est le Passe-Muraille. Vous aviez 8 ans. Tout à fait. Je l'ai vu d'ailleurs à la campagne, chez mes parents. Leurs amis étaient là et sur la plage arrière de sa voiture, il y avait ce livre de poche avec la couverture originale des livres de poche de l'époque. C'était très joli. Et j'ai dévoré le Passe-Muraille et Marcel Aimé est resté très longtemps un de mes auteurs préférés. Et l'un des lecteurs favoris du Passe-Muraille, celui qu'il aime le plus que tout, c'était Michael Jackson. Tiens donc. Oui, et il est même venu voir à Paris, au Bouffe parisien, la comédie musicale, le Passe-Muraille d'Yvan Covelart et Michel Legrand. Tiens, c'est drôle. Je savais pas non plus que Michel Legrand avait fait la musique du Passe-Muraille. Oui, Moi, je suis pas très produit dérivé. Si vous voulez, le film Le Passe-Muraille était très mauvais avec Bourvil, donc j'ai évité les autres produits dérivés. C'est le film où Gérard Houry a été giflé sans arrêt par Bourvil et on a conservé des traces pendant des semaines et des semaines. À l'époque où il était encore acteur, donc. Il y a le Passe-Muraille, mais il y a aussi les Contes du Chat Perché que vous n'avez pas aimé. Oui, mais alors c'était drôle parce que j'avais lu à 8 ans le Passe-Muraille, donc toutes les nouvelles qui sont extraordinaires. Et puis à 9 ans, j'entre en 6e et là au programme, il y a les Contes du Chat Perché. Alors je me dis, tiens, c'est Marcel Aimé, formidable. Et puis là, c'était un truc pour enfants. Et moi, j'avais cette espèce de rébellion un peu débile. Je ne voulais pas lire les livres pour enfants. Et donc, j'ai eu une phobie des Contes du Chat Perché. Je ne sais pas si c'était bien, j'ai quasiment refusé de les lire. Et vous aviez un autre cauchemar, c'était un libraire de Boulogne-Billancourt. Vous aviez un compte ouvert et il vous donnait des conseils en permanence. Alors il me donnait des conseils et puis surtout à un moment, ma mère m'avait ouvert un compte à la librairie, ce qui paraît... Vous voyez, normalement, il aurait dû être ravi. Et pas du tout. Au bout d'un moment, je me souviens, il m'avait dit, mais quand même, je dépensais trop. Je dis, mais c'est de l'argent qui va dans votre poche, vous devriez être content. Et il trouvait que je dépensais trop en livres. Et c'est formidable, des parents qui vous ouvrent un compte. Ah bah oui, moi j'ai fait la même chose pour mes enfants. Oui, mais c'est rarissime, parce qu'en plus, vos parents n'étaient pas forcément de grands lecteurs, Frédéric Tadei. Non, pas du tout d'ailleurs. Il y avait pratiquement pas de livres chez moi. Mais en revanche, je les avais souvent lus, mais autrefois.
quoi. Alors, il y avait dans vos lectures d'enfance les BD, il y avait le journal Pilote et Corto Maltese. Ah oui, Corto Maltese. D'ailleurs, un jour, Alain Chabat m'appelle et me dit, tiens, je viens de tomber sur un de mes vieux Pif Gadget et j'ai trouvé une lettre de toi. C'était signé Frédéric Tadei, effectivement. Et dans cette lettre que j'avais écrite à Pif Gadget, ça devait être en 1970, donc je devais avoir 9-10 ans, et je leur disais que tout était nul sauf Corto Maltese. C'est vrai que Corto Maltese, on dit qu'il y avait un peu d'Arthur Rimbaud. Et ce qui est étonnant avec Corto Maltese, c'est que Dior l'a utilisé pour une campagne. C'est assez étonnant. Récemment. Oui, non, mais Corto Maltese, quand c'est arrivé, c'était une révolution. C'était la bande dessinée la plus littéraire du monde. En plus, avec quelques citations piquées d'ailleurs. Hugo Pratt ne se privait pas de reprendre un peu de William Blake par-ci et de le mettre dans la bouche de Corto Maltese. Mais c'était extrêmement bien écrit, fantastiquement bien dessiné, mais de façon assez adulte pour un magazine comme Pif Gadget, qui était vraiment destiné aux enfants. Et ça a été une vraie révolution. Après, on a voulu en faire des adaptations cinématographiques. Delon, avec qui j'en ai parlé, à un moment espérait faire une adaptation de Corto Maltese. Mais encore une fois, je ne crois pas aux produits dérivés dans ce domaine. De la bande dessinée, ça ne marche pas. Voilà. Et alors en même temps, si vous repériez justement le côté adulte, c'est que vous avez lu très jeune des livres qui n'étaient pas des livres pour enfants. Oui, je ne voulais pas lire de livres pour enfants et je ne voulais pas lire les classiques. Ce qui était stupide. Enfin, c'était stupide, pas forcément. Je me suis mis à lire les classiques à 30 ans. J'ai adoré Les Trois Mousquetaires, Stendhal, Flaubert, Tolstoï. Je les avais pas lus avant. Mais si je les avais lus plus tôt, j'aurais peut-être pas pris autant de plaisir à lire tout ce que j'ai lu entre 10 et 30 ans. Ça m'aurait peut-être paru moins bon. Alors, ce qui est étonnant, c'est son lecture de 10 ans, Frédéric Tadei, comme Papillon d'Henri Charrière. Oui, mais c'est normal à cette époque-là. Je me souvenais de mon père en 69, au moment où ça sort. Pendant l'été, mon père, qui s'était cassé la jambe en jouant au tennis, lisait Papillon. Et je regardais ce livre. Il paraissait très mystérieux dans la collection originale chez Robert Laffont, je crois. Et puis, quelques années plus tard, je l'ai lu en poche. C'était un gros livre. Au moment où est sortie la version cinématographique, pour une fois un bon produit dérivé, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et ce livre a été mon livre de chevet. Et après, j'ai lu plein de délinquants. Après, j'ai lu Karin Chessman. Il est un peu oublié aujourd'hui, oui. Mais à une époque, il avait été condamné à mort. Il clamait son innocence et il écrivait très très bien. Il avait écrit plusieurs livres. J'ai lu L'Astragale d'Albertine Sarrazin. J'ai lu Marquis de Sade, qui a passé pas mal d'années en prison aussi. C'est pour ça que dans les Birthday Books dont on parlera tout à l'heure, il y a tous ceux qui sont en prison à l'âge auquel se réfère le livre, chaque livre. Alors, il se trouve aussi que l'histoire de Papillon est invraisemblable. C'est-à-dire que Robert Laffont est chez lui un samedi matin. Il y a du courrier pour lui, il ouvre un truc en feuille d'un papier journal et il lit, c'était Papillon. Et il n'a pas donné au comité de lecture, il l'a directement dit, lundi on les dit. Et c'est parti comme ça. Oui, mais l'histoire de Papillon est formidable, d'autant plus qu'il n'a pas du tout vécu la plupart des choses qu'il nous raconte. Oui. Mais le type devait être assez fascinant. Il est dans les Birthday Books, évidemment. Moi, je l'ai croisé dans mes jeunes années de journalisme, c'était effectivement quelqu'un... Très fascinant, oui. Fascinant, qui croyait en ce qu'il racontait. Oui, bien sûr. Tous les grands... au fond, peut-être les grands romanciers. Peut-être que Blaise Cendrars n'a jamais pris le Transsibérien. Alors, finalement, effectivement, à partir de 16 ans, vous avez tout lu. Vous avez eu Simone de Beauvoir. Non, pas tout. Vous avez eu Kessler, Dostoïevski, Landon, Céline. C'est très varié. C'est rare à 16 ans de lire autant. Oui, là, je ne sais plus. Peut-être que j'en ai peut-être rajouté. Là, 16 ans, c'était un peu tôt. Mais c'est vrai que j'ai commencé à lire Céline à 16 ans. Mais je l'ai relu à 20. Et c'est surtout à 20 ans qu'il m'a fait un grand... Ça m'avait fait beaucoup d'effets à 16 ans, mais ça ne m'a pas bouleversé comme ça m'a bouleversé à 20. Si vous voulez. Dostoïevski, j'ai jamais cessé de le lire. Mais c'est vrai qu'à 16 ans, je lisais beaucoup, oui. Et vous attendiez avec passion et impatience la sortie des livres de Patrick Modiano. J'aime beaucoup Patrick Modiano. C'est d'ailleurs une des meilleures interviews que j'ai faites. J'en suis très très fier parce que d'abord parce qu'il parlait, lui qui est très timide, et il parlait beaucoup. Et puis je me suis rendu compte que la lecture que j'avais de Modiano, qui était très singulière par rapport à ce que tout le monde dit sur Modiano, lui, il la partageait. En tout cas. Et puis il y a aussi La Pierre et Collins et Tu porteras mon deuil. Là aussi, c'est pas courant pour un enfant de le lire. Mais parce qu'à l'époque, j'allais beaucoup au corrida et je sais que aujourd'hui c'est très mal vu, mais on était dans les années. C'est l'été où l'homme marche sur la lune. Et ce même été, je suis à Dax chez Pierre Albaladejo. C'était un ami de mon père et il m'emmène au corrida. Et Pierre qui ensuite a
commenté les corridas sur Canal+ pendant quelques années. Et j'ai découvert les corridas et je me suis abonné à la revue de Tauros. Je me souviens. Et j'adorais ça, les corridas. Et puis votre maître, c'est quand même Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald, c'est pas un maître, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Certainement, je me suis dit en le lisant, tiens, au fond, je pourrais être écrivain. Et il me ressemblait beaucoup, je trouvais, quand j'ai lu L'Envers du Paradis, son premier roman. Et vous avez le même thème astral, je crois. Oui, un jour j'ai fait mon thème astral et on m'a dit que c'était le même que Fitzgerald, ce qui confortait l'idée qu'on se ressemblait. Et alors lui, il était devenu riche et célèbre très jeune, à 25 ans. Et j'ai dit à mon père, écoute, j'arrête mes études et je vais devenir riche et célèbre à 25 ans. Je serai un grand écrivain. Et à 25 ans, j'ai dû admettre que j'étais pas un grand écrivain et je me suis dit bon, tout le monde peut être écrivain, hein, franchement. Tout le monde, en tout cas, tout le monde peut être artiste. Mais ce qu'il faut, c'est être un grand artiste. Ouais. Et je savais que je ne le serais pas, donc j'ai renoncé. Voilà, vous avez fait d'autres choses. Mais surtout, moi, ce qui me fascine avec Fitzgerald, c'est son amour pour Zelda. C'est-à-dire qu'ils s'étaient tellement liés qu'ils avaient une seule brosse à dents pour deux. Ah oui, j'ignorais ça. Mais ça dépend. Il y a des gens qui sont pas très fétichistes de la brosse à dents non plus. Ça m'a jamais semblé délirant que d'utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Même pour certains, c'est totalement infâme. Et Gatsby vous a marqué, bien sûr. Gatsby m'a marqué, mais pas tout. C'est Fitzgerald lui-même qui m'a marqué parce que je me sentais une grande proximité avec lui. Ce côté, je regarde par la fenêtre la salle de bal et tout en se demandant qui a payé les musiciens. Ça, c'est très Fitzgerald. Et moi, c'était un peu ce côté-là que j'ai utilisé quand j'ai animé Paris Dernière pendant plusieurs années. Au fond, j'avais mes entrées partout en animant Paris Dernière. Mais je restais toujours un peu fitzgeraldien à se demander qui a payé les musiciens. Alors, justement, la télé, on va en reparler, avec une autre date, le 6 mars 1979. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Tadei. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Tadei. Nous parlerons tout à l'heure de cette collection Birthday Book que vous sortez chez Grasset. On a évoqué au début votre passion pour la lecture et j'ai trouvé une date étonnante, c'est le 6 mars 1979. Écoutez ce générique. Les dossiers de l'écran et, aux surprises, dans Vie et mort dans les camps nazis, un débat après la projection d'un film Holocauste, qui on voit pendant quelques secondes, Frédéric. Pas quelques secondes, on m'entend pendant 1 ou 2 minutes poser une question à Simone Veil, qui allait annoncer le lendemain qu'elle était tête de liste à la premières élections européennes. Et elle prend très très mal cette question. Oui. Et elle part furieuse. Enfin, elle quitte pas le plateau, mais elle est partie furieuse après. Ce qui a fait un bins pas possible. On a beaucoup parlé de ça le lendemain. Oui, ce jour-là, je me suis dit, tiens, c'est amusant la télévision, c'est assez facile. Mais j'y ai pu repenser après pendant de nombreuses années. Je me suis retrouvé à la télévision avec beaucoup de facilité. Je dois dire, ça m'a jamais posé de problème d'être à la télé. Oui, mais en même temps, Joseph Pasteur, qui animait le débat, a botté en touche de votre question sans qu'il y avait un problème. Oui, non, mais tout le monde est... Mais au fond, le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça. Alors, vous avez une chemise à carreaux, les cheveux bouclés. Comment vous êtes retrouvé dans les dossiers de l'écran ? J'avais écrit une lettre. J'avais été, bien que n'étant pas juif et n'ayant perdu personne de ma famille dans les camps de concentration, c'est quelque chose qui m'avait bouleversé très jeune. Et quand il a été annoncé qu'il y avait donc cette série Holocauste, qui était une série à l'époque, que les dossiers de l'écran allaient être organisés et allaient confronter d'anciens déportés avec des jeunes qui étaient dans mon cas, qui n'avaient perdu personne de leur famille dans les camps, j'ai écrit une lettre. Tout simplement, et on m'a sélectionné, et j'étais le plus jeune, et je me suis retrouvé face à Marie-Claude Vaillant-Couturier ou Simone Veil pendant ce débat des dossiers d'écran. Mais entre-temps, on était allé à Auschwitz quand même, visiter le camp d'extermination. Alors, tout ça, c'est votre culture au départ qui n'a rien à voir avec votre univers familial. Je crois que votre père travaillait dans la banque, et votre mère était femme au foyer. Donc ça n'a rien à voir. Mais vous aviez envie de faire ça et je crois que vous avez commencé vos études et je crois que vous pourriez entrer dans le livre des records par le nombre de facultés où vous avez passé une année. De première année. Oui. Je crois que j'ai le record national des premières années de fac. J'en ai fait 6. Mais en fait, je passais jamais les examens. C'était en attendant. C'était juste pour avoir la sécurité sociale, on va dire. Et d'ailleurs, je l'ai perdu à 25 ans parce que j'ai arrêté les premières années et j'avais plus la sécurité sociale. Entre 25 et
et 29 ans. Vous avez fait du droit, de l'histoire, de la sémiologie. Ouais. Et pourquoi faire tant de Rien, choses? ça n'avait aucune importance pour moi, puisque je vous dis, je voulais pas faire d'études. Enfin, j'ai regretté après. Enfin non, j'ai pas regretté d'ailleurs, parce que j'ai fait mes propres études. En fait, j'ai pris 10 ans de vacances. Ouais. Vu que j'ai pas été célèbre comme écrivain à 25 ans, ça s'est prolongé, si vous voulez, jusqu'à 29 ans. Et pendant toutes ces années, en fait, j'ai lu, je suis allé au musée, je me suis promené. Le père d'un de mes amis m'avait surnommé Dandy les tantes. Et ça me convenait assez bien. Mais finalement, votre culture, vous avez eu le privilège de la voir en dehors de l'école. De me la fabriquer moi-même. Voilà. Et c'est pour ça que je suis spécialiste de rien. Et que je peux sauter d'un sujet à l'autre. Parce que pour moi, tout communique. Puisque j'ai suivi uniquement mes envies, mon instinct, personne ne me disait il faut que tu étudies ça ou que tu étudies ça. Donc j'allais là où mon cœur me portait. Et ce qui m'a permis d'animer des émissions comme Ce Soir ou Jamais, ou sur Europe 1, d'interviewer un jour Edgar Morin et le lendemain Feli Winter. Voilà. Mais en même temps, moi, chaque fois que je pense aux gens qui n'ont pas fait d'études, je pense à Sacha Guitry, qui a fait 12 6e, et son père lui avait dit tu finiras par Paris en 6e. Oui, mais Sacha Guitry, il est dans les Birthday Books, et il lui arrive des tas de trucs très amusants, effectivement. Mais enfin, lui, c'est un fils de comédien, et pas de n'importe quel comédien, le plus gros comédien français de l'époque, et qui veut lui aussi être comédien au départ, et puis auteur de théâtre. Et donc, c'est toujours un peu particulier. Ces gens-là n'accordent pas beaucoup d'importance à leurs études. Alors, les études, il y a quand même eu, je crois, 2 années pour être avocat, car vous avez songé, Frédéric Taddeï, à devenir avocat. Moi, je voulais beaucoup être avocat. À 18 ans, c'est ce qui m'a fait m'inscrire en droit, et à ce moment-là, j'étais sérieux. Je voulais vraiment être avocat. Le problème, c'est qu'après, j'étais dans cet amphithéâtre, et ça m'ennuyait terriblement. Je sais pas. À ce moment-là, j'étais rebelle à tout ça, et ça pouvait pas bien se passer. Et vos parents vous soutenaient financièrement, ce qui n'est pas courant. Mes parents ont toujours eu une totale confiance en moi et en mes choix, ce qui était totalement... Mais souvent, mes copains me leur ont posé la question, parce qu'après tout ça, c'est plutôt bien fini. Mais au départ, c'était quand même assez risqué, et jamais mes parents ne m'ont dit, dis donc, on commence à être inquiet, ou non, jamais. Et mes copains leur ont dit, mais vous avez jamais été inquiet? Et ils ont répondu, non, jamais. Et vous avez commencé finalement dans la presse avec un magazine qui s'appelait Maintenant. Ouais, que j'ai créé à 29 ans. Donc, comment Maintenant, ça avait été le nom d'un magazine créé par le poète boxeur Arthur Cravant dans les années 20, et j'ai repris le titre, et ça a bien marché, mais surtout ça m'a permis de le distribuer dans tous les magazines qui m'intéressaient. Je connaissais personne dans la presse, et voyant le magazine, ils m'ont tous appelé, enfin un bon nombre d'entre eux m'ont appelé, soit pour me donner une chronique, soit pour me faire rentrer dans le journal, ce qui a été un peu ma carte de visite pour rentrer dans la presse. Oui, mais il fallait encore le financer, ce magazine. Ah, mais j'ai trouvé un éditeur que ça intéressait, et ça a bien marché. Hein, c'était bien, c'était une bonne opération pour lui. Mais ça a très très bien marché pour moi. Oui. Jean-François Bizot m'a appelé. Il vous a repéré tout de suite. Et plein d'autres m'ont appelé et m'ont demandé d'écrire dans leurs journaux. Qu'est-ce que c'était Maintenant? Maintenant, c'était le premier trimestriel entièrement thématique. C'est-à-dire que j'avais compris qu'on n'allait pas vendre le magazine, mais on allait vendre le thème. Et c'était un thème qui était différent à chaque fois. Et c'était assez littéraire. Et j'écrivais à peu près 40%, peut-être même plus, du journal. Je me souviens qu'Angelo Rinaldi, grand critique littéraire, m'avait reçu ou m'avait interviewé, je ne sais plus. Et il m'avait dit, je vous ai facilement reconnu derrière tous vos pseudonymes. Et vous avez une toute petite équipe pour faire ça? Ah oui, je connaissais très peu de monde, donc oui, c'était rien. Mais c'était un moment très intéressant, parce que le premier numéro s'appelait Les Méchants. Et on était au milieu de l'année 1990, vous aimez les dates, eh bien, il s'est passé quelque chose à ce moment-là que personne n'a jamais remarqué, à part nous, enfin, à part moi, c'est qu'il y avait la paix dans le monde. Oui. Il y a eu la paix dans le monde en mai-juin 90. Et tous les méchants, les grandes figures de la méchanceté étaient en train de se reconvertir. Au fond, de nous dire, bon allez, on arrête, tout va bien, on va être gentil maintenant. Et ça a pris brutalement fin avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein pendant l'été 90. Mais dans ce premier numéro, Les Méchants, on avait montré tous ceux qui avaient
finalement qui nous avaient fascinés au cours des 30 années précédentes. Et puis on avait montré aussi ceux qui ne voulaient pas se reconvertir, dont Saddam Hussein. Voilà. Et il se trouve que la presse, finalement, c'était pas une bonne vocation et c'est arrivé presque naturellement. Oui, parce que comme j'avais écrit pendant longtemps, croyant que j'allais devenir écrivain, je savais écrire. Pas assez bien pour être un grand écrivain, mais suffisamment pour faire un magazine qui ressemblait pas aux autres, on va dire. Alors, Bizot vous repère, vous allez dans Actuel et également Radio Nova. Je descends à Radio Nova parce que c'est 2 étages en dessous, c'est le même propriétaire et je commence à faire de la radio, oui. Et c'était vraiment une époque totalement folle. C'est une époque très intéressante où Actuel et Radio Nova sont un peu dans l'œil du cyclone de tout ce qui se passe. On est dans la branchitude. Le mot à l'époque avait du sens. Et c'est vrai que c'était l'épicentre de la branchitude à l'époque. C'est-à-dire que tout ce qui se passait dans le monde, à un moment ou à un autre, passait sur Radio Nova et dans Actuel. Et puis surtout, on faisait le tour du monde. Aujourd'hui, les gens font des magazines en regardant la télé. Nous, on faisait le tour du monde. On ne regardait pas la télé. Alors, Bizot était un personnage fascinant. Un jour, il rentre chez lui, il y a un cambrioleur qui est en train de manger un poulet, c'est tout ce qu'il a trouvé à voler. Il discute avec lui, il boit un coup de rouge avec lui et il l'a engagé. Oui, c'est très possible, ça lui ressemble assez. Mais il m'avait téléphoné, donc après avoir reçu mon journal, il m'a appelé, il était 1h du matin. Et puis alors surtout, Bizot, il était toujours dans l'ellipse, on comprenait pas tout ce qu'il disait tout le temps. Mais moi, je m'y suis fait assez vite. Et on s'entendait très bien, on était très amis. Et donc, il était 1h du matin, et il me dit, on peut se voir. Je lui dis, oui, viens. Et ça lui a tout de suite plu. Qu'à 1h du matin, je puisse le recevoir. Et alors, le deuxième truc qui lui a plu, c'est qu'à cette époque-là, j'habitais dans un loft. Alors là, il trouvait ça extraordinaire. Et immédiatement, il a vu plein de livres chez moi. Il m'a dit, tiens, je te donne la page des livres. Comme ça, t'es chez toi. Et il y a aussi Jean Edernalier qui alors, Jean Edernalier, lui, je l'ai connu un peu plus tôt, puisque à un moment, j'avais envoyé des articles à l'Idiot International. Et ils les ont pris. Et ils ont commencé à les diffuser. Puis l'Idiot International s'est arrêté tout de suite. Mais j'ai eu le temps de rencontrer Jean Edernalier, qui était un personnage très littéraire, très romanesque, qui m'a moins intéressé, moins fasciné que Jean-François Bizot. Il était très menteur, mais ça faisait partie de son charme. Mais bon, mais j'ai eu de la curiosité pour lui. Et il y a aussi un journal dont le titre est étonnant, qui s'appelle Sans nom. Alors Sans nom, c'est un autre journal que j'ai repris à un moment quand j'étais déjà Actuel, là, mais c'était un trimestriel, mais j'en ai fait qu'un numéro, mais qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Sur le sexe, je crois. Voilà, et je leur avais dit, mais il faut en faire un magazine sur le sexe, mais un magazine très littéraire. Attention, dans le maintenant dont on parle là, il y a Bret Easton Ellis, il y a Frédéric Beigbeder, il y a Vincent Ravalec, il y a toute la crème de ma génération d'écrivains, ils sont tous dedans. Et ça donne un magazine magnifique à l'époque. Et bêtement, ils ont choisi d'en faire un thématique, alors qu'il fallait faire un magazine sur le sexe, magazine intelligent. Alors tout ça vous a mené à une autre date, le 25 septembre 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Tadei. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Frédéric Tadei, mon invité. On a évoqué vos débuts nonchalants, votre arrivée dans la presse avec Actuel, avec vos journaux. Et puis, on parlera tout à l'heure, bien sûr, de Birthday Books, cette collection chez Grasset que vous lancez. Mais il y a aussi un magazine très important qui est né le 25 septembre 2006. Ce soir ou jamais, vous avez le sourire quand vous en parlez. C'est une aventure incroyable de 10 ans. C'est surtout le générique qui me fait sourire parce que je l'ai entendu tellement. Vous savez, c'est l'émission culturelle la plus longue de l'histoire de la télévision française. On a fait 750 numéros. Avec apostrophe, Bernard Pivot n'en a fait que 740, je crois. Ouais. Ou 725, je me souviens plus. Et j'ai donc entendu ce générique 750 fois 2, parce qu'il y avait au début et à la fin, c'était mon ami Frédéric Botton qui est mort maintenant, qui l'avait composé. Et je suis toujours, c'est cette musique me rappelle quelque chose. Et cette musique et cette émission ont changé votre vie pendant des années, puisque 4 fois par semaine, vous étiez le soir à l'antenne. Oui, voilà. En ce sens-là, je n'avais plus tellement de soirées, mais sinon, ça n'a pas non plus tellement changé ma vie. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, si la télévision avait changé ma vie. J'ai tellement eu l'impression d'en faire en touriste que j'ai toujours l'impression que ça allait s'arrêter à la fin de l'année. J'ai toujours eu des contrats à l'année à la télévision, donc je pensais toujours que ça allait s'arrêter. J'ai commencé à en faire à 34 ans, à Canal+, à l'époque, à Nulle part ailleurs. Et puis après, Paris Dernière, et ensuite Ce soir ou jamais.
J'ai beaucoup aimé ça, Dardar aussi. Oui. Mais justement, on va parler de ces émissions. Alors, j'en reviens à Ce soir ou jamais, parce que finalement, vous avez inventé un café culturel quotidien. Je sais pas j'ai inventé une façon de faire des débats. En fait, j'ai inventé une nouvelle forme d'émission culturelle. C'est-à-dire une émission culturelle qui ne parle pas, qui ne fait pas la promo des livres ou des films, mais qui les inscrit dans le débat qu'on peut avoir sur la société. Le débat, normalement, était confisqué par les journalistes et les hommes politiques. Et là, tout à coup, je l'ai donné aux intellectuels et aux artistes. Et ça donnait des débats totalement différents, bien entendu. Et comment est née l'idée, justement, de faire ça ? C'était une évidence. France Télévisions, à l'époque, la personne de Rachel Kahn m'appelle, parce qu'ils écoutaient mes interviews sur Europe 1. Et elle me dit que j'étais capable, ce que je vous disais, de sauter du coq à l'âne. Et que donc, c'était un peu quelqu'un comme moi qu'elle cherchait pour animer cette nouvelle émission culturelle. Mais à l'époque, ils avaient ce qu'ils imaginaient de faire était très classique, c'est-à-dire lundi on parle de littérature, mardi on parle de cinéma, etc., avec des chroniqueurs. Donc j'aurais dit, moi ça m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresserait, en revanche, c'est ce que j'ai fait. En fait, il n'y a pas de chroniqueur, on parle pas des œuvres des uns et des autres, sauf à travers le débat qui intéresse tout le monde. Ça intéresse pas grand monde de savoir ce qu'il y a dans le prochain roman d'un tel. Mais si le prochain roman d'un tel, ça se passe à Cuba, alors que dans l'actualité on parle de Cuba, là ça devient intéressant. Et vous avez fait ce qu'on fait aujourd'hui à Sud Radio, c'est-à-dire que vos invités ont le temps de parler, ce qui n'était pas si fréquent. C'est surtout que je ne leur coupais jamais la parole. C'est un truc que... Alors, sans doute parce que je ne regardais plus la télévision depuis longtemps, je n'avais pas remarqué à quel point les gens avaient la parole constamment coupée par les animateurs quand ils sont invités à la radio ou à la télévision. Patrice Duhamel, qui était le directeur général de France 2 à l'époque, m'avait dit, tu vas voir, tu vas faire école, plus personne n'osera couper ses invités. Tu parles. Ouais. Aussi, dans les clés d'une nuit, on vous laisse parler, je vous rassure. Mais je me souviens que j'étais invité dans des tas d'émissions. À l'époque, j'étais l'animateur à la mode. Et on me disait, alors ce qui est formidable, vous, c'est que vous ne coupez pas vos invités. Et je commençais à répondre et il me coupait. Le premier à avoir fait ça, c'est Jean-Claude Bourré sur la 5. Il faisait duel sur la 5 avec 2 invités et il leur laissait la parole pendant 20 minutes. Oui, mais alors là, il les laissait au fond s'affronter. Oui. Moi, je les laissais me répondre ou répondre aux autres de la même manière. Je me souviens, le record, ça a été Andrzej Wajda, le célèbre cinéaste qui nous a fait, je crois, 14 minutes en polonais. Oui. Bon, il y avait quand même quelqu'un qui traduisait. Alors, on vous a qualifié quelquefois de politiquement incorrect. Oh, pas quelquefois, très souvent, mais j'ai invité absolument tous les contestataires imaginables. J'invitais à la fois l'establishment, mais aussi les contestataires, et les contestataires dans tous les domaines. C'est dans Ce soir ou jamais qu'on a entendu les premiers économistes, pour la première fois, les économistes anti-euro, par exemple. Les gens ne savaient pas, à l'époque, si vous regardiez la télévision, vous ne saviez pas qu'il y avait des économistes très sérieux qui disaient que l'euro, c'était une très mauvaise affaire. Les premières fois où on les a entendus, c'était là. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une si bonne affaire que ça, l'euro. Même si les Français ils sont très attachés. Mais à ce moment-là, personne ne le savait. Mais la chaîne, vous tapez pas sur les doigts de temps en temps ? Jamais. Ils m'ont fait une confiance totale. Et puis c'est ce qu'ils m'avaient demandé. Vous savez, quand ils m'ont confié Ce soir ou jamais, j'avais dit d'ailleurs que c'était la première fois que la France Télévisions confiait une animation culturelle à un animateur qui n'avait pas la barbe et qui ne fumait pas la pipe. Ouais. Ils m'ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de cette émission. Parce que le problème des émissions culturelles, c'est que pourquoi elles sont de plus en plus tardives, etc. Bon, ça n'intéresse pas grand monde. Et ensuite, personne n'en parle jamais à l'extérieur. Ils me disent, cette émission, je voudrais qu'on en parle. Ils ont été servis, on en a parlé pendant 10 ans. Je crois que Et on en parle encore. On en parle encore. Aujourd'hui, ils sont sur Sud Radio. Mais il y avait je crois qu'un de vos fans, c'était Nicolas Sarkozy, qui vous a invité à l'Élysée. Oui. Alors, je sais pas s'il était lui fan personnellement, mais c'est vrai qu'il m'a invité à l'Élysée. Il voulait faire cette émission. Et je lui avais dit, c'était tombé le jour de mon anniversaire. Je me suis retrouvé à l'Élysée. Et il voulait qu'on parle de littérature. Et je lui avais dit, écoutez, non. Moi, on ne parle pas de littérature, mais en revanche, j'aimerais bien que vous veniez pendant 1h30. Je lui dis, Valéry Giscard d'Estaing est venu, Tony Blair est venu, qui parle très bien français, Tony Blair. Et je lui dis, ce que je peux vous promettre, c'est que je vous poserai aucune question qu'on vous a déjà posée. Toutes mes questions seront originales. Il m'a dit banco. Et puis finalement, on n'a pas pu le faire. C'était dommage, ça m'aurait amusé. Et votre look aussi a surpris, car vous aviez toujours la cravate dénouée, Frédéric. D'ailleurs, vous avez remarqué que je l'ai toujours dénouée. J'aime beaucoup les cravates depuis que je suis petit. J'avais une cravate avec un élastique, une cravate écossaise quand j'étais petit. Et je trouvais que ça serrait un peu autour du cou. Et j'ai toujours aimé les cravates, mais dénouées.
Alors, ce marathon quotidien, vous l'avez accompli en famille, car je crois que vos sœurs ont toujours travaillé avec vous. Oui, très souvent. Enfin, une de ma sœur Sandrine. Sandrine programme toutes mes émissions à Europe 1, à Ce soir ou jamais. Marie-Isabelle, elle faisait avec moi Dardar, que j'ai animé pendant 16 ans aussi. Mais c'est un besoin de travailler en famille, c'est rare aussi. Non, c'est parce que comme on est tous les trois atteints du même mal, c'est-à-dire que au fond, on n'a pas fait d'études et on n'était pas pressé de travailler. Bah, quand je m'y suis mis, autant les faire entrer dans la danse. Exactement. Alors, la télévision, ça a commencé au départ avec Nulle part ailleurs. Vous êtes arrivé dans cette émission, comment, Frédéric Tadei? Ils m'ont téléphoné, tout simplement. Vous savez, ma carrière, si on peut parler de carrière, c'est 10 ou 12 coups de téléphone qu'on m'a passé. En fait, depuis le premier qui était Jean-François Bizot, dont nous parlions tout à l'heure, après, ça a toujours été des coups de fil qu'on m'a passés. Et là, je me souviens, j'étais à Radio Nova et je reçois un coup de fil de Canal+, qui me dit « ça vous intéresserait pas de venir à Nulle part ailleurs ?» Et je leur dis, bon écoutez, c'est pour venir faire le chroniqueur qui vient faire son petit truc à heure fixe et qui s'en va. Je dis non, ça m'intéresse pas. Et ils me disent, non, c'est pas une nouvelle émission, vous serez là pendant toute l'émission. Alors je dis, ah là, je veux bien. Et puis je suis venu, et puis on s'est bien entendu, et je suis resté. Et ensuite, il y a eu Paris Dernière, où vous avez assuré la relève d'Ardisson. Alors, on a un peu oublié qu'au départ, Paris Dernière, Ardisson n'avait plus un rond. Il dit, je veux faire l'émission, vous ne me donnez pas d'argent, je prends la pub. Finalement, on lui a donné l'émission et ils ont gardé la pub. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, à l'époque, il était un peu au fond du trou, Thierry, et il a inventé cette émission géniale, mais qui était un peu différente quand il l'a reprise avec moi. C'est-à-dire que Thierry, lui, se promenait dans Paris la nuit, on ne le voyait pas, mais il y avait un caméraman à côté de lui. Moi, en fait, j'apporte la petite caméra Sony que j'avais achetée à Singapour et qui est très légère et qui me permet de faire une vraie émission en caméra subjective. Les gens regardent vraiment dans le viseur de ma caméra puisque c'est moi qui la tiens, c'est pas le caméraman à côté de moi. Et donc ça révolutionne le truc et moi je vais le faire pendant 8 ans et ça va devenir une sorte d'institution, mais une institution pour 400 000 happy few. Oui, mais en même temps, c'est novateur, parce que les petites caméras aujourd'hui, tout le monde en a. À l'époque, personne n'en avait. Mais c'était encore la seule émission, à ma connaissance, en tout cas sur les grandes chaînes de télé, qui a été faite entièrement avec une petite caméra comme ça. Et vous l'aviez acheté comme ça par hasard? Non, pas du tout. J'avais vu Paris Dernière que la version d'Ardisson, et là-dessus, je me retrouve à Singapour. J'allais en Australie et je vois la première petite PC de Sony et je me dis mais c'est ça l'avenir de la télé. Et je savais confusément que mon avenir à la télévision ce serait ça. Et je me suis mis en Australie à filmer les routes. Donc j'étais en voiture et je filmais les routes et ma femme me disait mais pourquoi tu filmes la route? Je dis je sais pas mais un jour ça me servira. Et effectivement, il y a beaucoup de routes australiennes et d'autres pays, parce que j'ai fait à peu près le tour du monde, qui sont passés dans Paris Dernière, comme ça, l'air de rien. Oui, mais en même temps, comment Ardisson a pensé à vous pour assurer la on relève? était 3, je sais plus pourquoi. Il y avait Frédéric Becbédé, Yvan Le Bolloc et moi. Je sais plus pourquoi il nous avait repérés, mais vous savez, il est comme Bizot, Ardisson, il repère les gens très bien et il sait s'entourer. Et finalement, tout le monde pensait que ce serait Frédéric Becbédé, parce que c'était le meilleur ami de Thierry à l'époque. Et puis... Thierry, après avoir vu les essais des 3, dit il n'y a pas photo. Et donc vous avez passé 8 ans à sortir le soir. Seulement une fois par semaine, je vous rassure. Mais après, je montais l'émission parce qu'en fait, comme c'est moi qui la filmais, je la réalisais aussi. Oui. Donc je la tournais en une nuit, le jeudi, et je la montais en 2 jours ensuite. Et Thierry venait le mardi soir et on s'amusait beaucoup. C'est très important d'avoir un producteur à la télévision qui a les mêmes goûts que vous. On est d'accord sur ce que c'est qu'une bonne émission. Et si c'est pas le cas, ça peut se passer assez mal. Nous, ça s'est très très bien passé pendant 8 ans et il a été fidèle tous les mardis soirs. Il était là avec moi et on s'amusait, on mettait de la musique sur les extraits et on prenait beaucoup de plaisir à être ensemble et à faire cette émission-là tous les deux. Oui, mais en même temps, vous étiez partout dans Paris, on ne vous voyait jamais à l'antenne, mais on vous accueillait partout dans Paris quand même. Oui, d'abord on m'entendait puisque c'était ma voix évidemment, la caméra c'était mes yeux, on voyait ma voiture qui était très célèbre, c'était la voiture la plus célèbre de Paris à l'époque, c'était une Volvo P1800 et je me souviens, un jour je gare ma voiture sur un trottoir, je vais tirer de l'argent au distributeur et je vois une bande de jeunes qui se met autour de la voiture et qui disent regarde c'est la voiture de Tadei, c'est la voiture de Tadei. Et moi ils me reconnaissent pas évidemment. C'était ça, je trouvais ça très chic d'être. J'ai très bien compris les Daft Punk qui pendant des années ont gardé leur casque. C'était aussi alors en plus leur célébrité était mondiale, ça n'avait rien à voir. Mais je trouve ça très élégant et surtout c'est formidable.
Alors attention, moi on voyait ma tête dans les journaux, je la cachais pas. Mais c'était quand même me protéger d'une célébrité télé que j'ai jamais adorée. Non, mais en même temps, vous aviez un parcours obligatoire, c'était les nuits parisiennes, vous avez les cocktails, je crois que vous avez été un des premiers à filmer Michel Houellebecq, Oui. Virginie Despentes, que Oui, personne ne connaissait. Virginie, je sais plus si elle est dans Dans un Oui, cocktail. peut-être. Mais enfin, il y a eu plein. Si vous regardez, si on pouvait regarder Paris Dernière aujourd'hui, on verrait que la plupart des gens qui sont très célèbres aujourd'hui, on les verrait plus jeunes dans Paris Dernière. Et c'est sûr que c'était un endroit, mais il y avait pas que les cocktails, il y avait aussi les gens qui travaillaient, il y avait la rue, il y avait les clochards. C'était la seule émission complètement ouverte. Vous pouviez rentrer dans Paris Dernière si vous me croisiez, et je pouvais vous garder au montage ou pas. Alors, est-ce que vous pourriez faire cette émission aujourd'hui? Est-ce que ce serait possible? Non, je crois pas. Pour une raison simple déjà, c'est que Paris Dernière était très célèbre pour la dernière séquence. On était dans Paris la nuit et forcément la dernière séquence devait être sexy. Et elle l'était. Elle pouvait même être très 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 sexy. On a été parfois convoqué, je sais plus comment ça s'appelait, l'Arcom à l'époque, mais on était convoqué assez régulièrement. Et ça faisait sensation évidemment. Ça, ce serait plus possible aujourd'hui, tout simplement parce que ce que je vous raconte, c'était avant YouTube et Dailymotion. Ouais. Aujourd'hui, les émissions seraient sur YouTube et Dailymotion, et tous ceux qui étaient dans cette émission à l'époque et qui étaient à visage découvert ne le voudraient plus aujourd'hui parce qu'ils seraient là pour l'éternité. Nous, on était regardés par 400 000 Happy Few. Donc c'était amusant pour eux. Ils n'auraient pas adoré être là jusqu'à la fin de leur jour. Donc j'en serais réduit à prendre des acteurs de porno, etc., ce qui ne m'intéressait pas. Non. En revanche, ce qui vous intéresse, c'est cette collection qu'on va évoquer à travers une autre date, le 6 mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Tadei. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Tadei. On a parlé de vos débuts, alors nonchalant, et puis ensuite vous êtes rattrapé. Vous avez énormément travaillé et vous continuez aujourd'hui avec cette collection de birthday books que vous lancez chez Grasset qui est assez étonnante. Ce sont des livres où vous recensez tout ce que les gens célèbres ont fait ou pas dans tous les domaines lorsqu'ils avaient de 15 ans à 45 ans. Comment est venue cette idée tout à fait originale? C'est l'idée du cadeau d'anniversaire idéal. C'est-à-dire que vous avez 15 ans et on va vous offrir un livre dont le titre est 15 ans et dans lequel vous allez trouver tout ce que les gens ont connu dans tous les domaines, à toutes les époques, ont fait à votre âge. Et je me suis dit, c'est le cadeau d'anniversaire idéal. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant que ça encore. C'est-à-dire déjà, c'est une clé, l'âge. Vous voyez, dans votre émission, vous parlez de dates. Oui. Toutes les dates que vous avez citées me concernant, ce sont mes dates à moi. Elles n'évoquent rien pour personne. Si vous avez la place des dates, vous avez mis mon âge. J'ai commencé à faire mon premier magazine. J'avais 29 ans. J'ai commencé à faire de la télé, j'avais 34 ans. Ça parle à tout le monde. Et ben c'est ça, les birthday books. Si vous voulez, si je vous raconte l'histoire de Bernard Tapie, Dieu sait si vous avez un personnage romanesque. Si je vous la raconte avec des dates, on s'en fout. Si je vous mets les âges, ça devient tout à fait intéressant. C'est à 37 ans que Bernard Tapie fait parler de lui pour la première fois en rachetant les châteaux de Bokassa. À 50 ans, il est au top. Il est président de l'OM, il est ministre. Un an après, il est ruiné. À 54 ans, il est en tôle. Vous voyez, là, ça parle. Ça parle. Vous voyez, oui. Ça parle. J'ai eu 54 ans, je sais ce que c'est. À 63 ans, il est indemnisé de plus de 400 millions d'euros par un tribunal d'arbitrage. On connaît l'histoire. 63 ans, il revient. Et à 70 ans, il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Vous voyez, moi, j'ai pas encore eu tous ces âges-là, mais j'en ai eu un certain nombre. L'âge, c'est une clé. Et c'est une clé dans l'histoire de l'art. C'est une clé dans tout. Alors, à la fois, c'est un catalogue d'expériences vécues pour les gens dont c'est l'anniversaire. Plus personne ne pourra vous dire que c'est pas de votre âge, parce que vous voyez qu'à 15 ans, des gens ont fait des tas de trucs incroyables, et puis ils se sont plantés aussi. Attention, c'est pas seulement des exploits, hein. Ils ont eu des échecs. Je vous en parle avec Tapie. Tapie, c'est pas que des réussites, hein. C'est beaucoup d'échecs. Mais c'est aussi l'angle mort, au fond, de l'histoire. Puisqu'on nous cite, on vous dit... Les gens ont fait telle chose à tel âge, à telle date, on ne vous dit jamais quel âge ils avaient. Voilà. Mais en même temps, il y a effectivement plein de livres qui existent avec l'année de votre naissance, etc. Mais la synthèse sous la forme de l'âge, ça n'existait pas. C'est une segmentation qui n'existe pas. Si vous tapez 25 ans sur Internet, vous n'aurez rien. Or, à 25 ans, il se passe des tas de choses. À 25 ans, Napoléon, il est en prison. Vous voyez, et il ne se doute pas que dans 5 ans, à 30 ans, il sera au pouvoir.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que, effectivement, à 15 ans, 20 ans ou 50 ans, on ne raisonne pas de la même façon. Là aussi, ça compte dans le parcours d'un homme. Évidemment. Alors d'abord, il n'y a pas d'âge décisif. Je m'en suis aperçu en le faisant. Tous les âges sont à la croisée des chemins. À chaque fois, vous avez toutes les possibilités. Enfin, j'exagère, on n'a pas toujours toutes les possibilités. Mais au fond, tous ces gens-là, toutes ces personnalités sont des allégories de nous-mêmes. Ce que je vous ai raconté sur Bernard Tapie, ça marche pour d'autres gens qui tout à coup commencent à trouver leur vocation à 33, 34 ans, parce que Tapie, il a eu plein d'échecs avant. Hein. Tout à coup, il se dit c'est le rachat d'entreprise. Il comprend ça, il a 33, 34 ans. Et puis après, il commence à vraiment réussir. Et puis, il arrive à son apogée à 50 ans et à 54, il est ruiné. Ça parle à des tas de gens qui ne sont pas Bernard Tapie. Oui, en même temps, ce qui est étonnant dans votre collection, il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis après, on passe de 3 ans, 5 ans... Tout simplement parce que là, on en sort 15 le 6 mars, oui. Mais il y en a 40 qui sont prêts. D'accord. Ça ira de 15 à 54 ans, peut-être après d'ailleurs, peut-être ira-t-on jusqu'à 60, 65 ans. Mais simplement, là, on en a choisi 15. Alors, il se trouve que c'est assez étonnant parce que dans chacun de vos livres, vous allez de Jules César à Al Pacino, Oui. Des univers totalement différents. Ah oui, il faut que ce soit comme ça. Et ils sont mis exactement sur le même plan, si vous voulez. Parce que vous remarquerez, si vous les lisez, qu'à 20 ans, parfois vous êtes Jules César, parfois vous êtes Al Pacino. Si je me souviens bien, à 20 ans, Al Pacino, il est gigolo. Oui, exactement. Alors, ça veut dire aussi un énorme travail de recensement. Comment vous avez fait ? C'est une collection qui n'aurait jamais pu naître avant que Internet s'étoffe considérablement, comme ça a été le cas ces 15 dernières années. Grâce à Internet, vous pouvez trouver, vérifier et trouver les dates. Et à partir des dates, vous calculez quel âge avait la personne. Mais il faut trouver les dates. Voilà. Et ça veut dire à chaque fois des choses très différentes. Il n'y a pas d'ordre précis. On feuillette ça sans ordre Vous devez établi. pouvoir le lire soit picoré, soit de le lire à la première et à la dernière page. Mais vous avez pour la première fois une possibilité qui m'aurait beaucoup amusé quand je lisais jeune, c'est de lire les romans à l'âge où les gens les ont écrits. Vous voyez, dans l'histoire, personne n'a jamais fait ça. Personne n'a eu la liste des romans qui avaient été écrits à son âge. Des films qui ont été faits par les gens de son âge. Les musiques qui ont été faites par les gens de leur âge. Les tableaux qui ont été faits par les gens de leur âge. Eh bien, regardez tout ça et vous verrez qu'ils ont votre âge. Alors, c'est un énorme travail de recensement, surtout avec des gens que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a aussi bien des peintres, des écrivains que des chanteurs d'aujourd'hui, comme Aya Nakamura. Oui. Ça risque pas vraiment à se donner. Aya Nakamura, je l'ai vu en concert. Si. Enfin, moi, je m'intéresse à tout, de toute façon. Oui. Mais Aya Nakamura, elle est évidemment là, parce que pour les gens de 20 ans à qui on va offrir, à partir du 6 mars, le livre 20 ans pour leur anniversaire, pour eux, Aya Nakamura, c'est plus important que Coluche. Vous voyez, donc vous êtes la génération Coluche, Jacques Bézis, Oui. mais eux, c'est plutôt la génération d'Aya Nakamura. Ouais, vous êtes la génération Bizot, plutôt. Oui, enfin un peu tout. un peu tout. Et ben justement, 20 ans, ça a inspiré une chanteuse. L'atelier de couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant. On n'a pas tous les jours 20 ans, Bert Silva. Je pensais que c'était une star, à tel point qu'un jour, bien avant Beko et bien avant Johnny, on a cassé les fauteuils de l'Alcazar de Marseille lorsqu'elle était en scène. C'est extraordinaire. Oui, il y en a quelques-uns comme ça qui peuvent revendiquer le fait qu'on a cassé des fauteuils. Gilbert Bécaud, qu'on appelait Monsieur 100 000 volts. Voilà. Lui, il est dans les Birthday Books, pas Bert Silva. Mais les Birthday Books, là où ça m'a le plus amusé, c'est à quel point on est surpris par l'âge qu'avaient les protagonismes d'événements considérables que tout le monde connaît. Bien sûr. Quel âge avait Lee Harvey Oswald à Dallas en novembre 63 ? Il avait 24 ans. Personne ne sait qu'il avait 24 ans, personne ne s'en doute. Tous les garçons, mon fils a 24 ans aujourd'hui, il a l'âge de Lee Harvey Oswald qui tue le président Kennedy. En tout cas, c'est ce dont on l'a accusé et il en est mort. Mais vous avez ça, celui qui a déclenché la Première Guerre mondiale, Principe, en assassinant l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, à 19 ans. Il y a parfois des rapprochements très troublants. C'est-à-dire, dans un de vos livres, vous expliquez que Paolo Coelho est sorti de l'asile à l'âge où Jean-Luc Delarue a commencé la cocaïne. C'est assez curieux. Oui, mais vous verrez, par exemple, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, il y a 2 tableaux très très célèbres dans l'histoire de l'art. Il y a la naissance de Vénus de Botticelli et il y a la naissance de Vénus de Cabanel, qui était le plus beau tableau pompier acheté par Napoléon III à l'époque. Ces 2 naissances de Vénus très célèbres ont été peintes au même âge, à 4 siècles de distance, mais les 2 ont été peintes à
39 ans. Vous voyez, et c'est comme ça. Quand on nous dit Picasso et Braque inventent le cubisme l'été 1908, personne ne nous dit jamais quel âge ils avaient. C'est intéressant de savoir qu'ils avaient 26 ans, c'est-à-dire le même âge que Duchamp avec son urinoir dont il fait un ready-made. 26 ans. Alors, il y a quand même des personnages qui reviennent, comme Alain Delon, par exemple, Bien sûr. que vous évoquez à 20 ans star, et puis qui va devenir, à 33 ans, va se retrouver en garde à vue au ministère de l'Intérieur. Mais à 20 ans, il est déjà en prison. Oui. Il est en prison en Indochine pour avoir volé une Jeep. Et à 33 ans, il est effectivement soupçonné, enfin, pas soupçonné, mais enfin, il est entendu comme témoin dans l'affaire Markovic. Il reste assez longtemps en garde à vue, et quand il en ressort, avec Mireille d'Arc, qui est devenue sa compagne, ils vont à l'opéra et personne ne leur adresse la parole parce qu'ils sont tout à coup radioactifs. Mais c'est un souvenir très particulier car j'allais à l'école et je passe devant le ministère de l'Intérieur qui était à l'emplacement du Palais des Congrès aujourd'hui et je vois justement Delon rentrer sous les photographes à 8h du matin. Voilà. Et on a toujours l'impression qu'au fond, les gens célèbres, leur vie a été un long fleuve tranquille. Pas du tout. Et ce sont des séries d'échecs, de tragédies, exactement comme dans la vie de tout le monde. C'est pour ça que je dis, ces livres sont des allégories, ils sont là en notre nom à tous. Et puis il y a des sujets qui sont évoqués, qui parlent à tout le monde, mais avec des noms qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Je prends l'exemple de Zhang Yiming, qui a lancé Douyin, qui est devenu TikTok. Voilà, et on voit effectivement à quel âge, parce que ça aussi c'est intéressant, ce qu'on ne nous dit jamais. Et puis il y a Charlie Chaplin qui a réalisé les temps modernes au temps où Gabin, lui, était dans le trou. Oui, et Gabin, c'est sa traversée du désert, oui, comme disait. C'est là où on l'avait pour pas cher. Oui. C'est quand il est revenu en France après la Seconde Guerre mondiale avec les cheveux blancs et les producteurs n'en voulaient plus. Le cas de Charlie Chaplin est intéressant. Alors d'abord parce que c'est une carrière absolument extraordinaire, mais qui se finit mal. Enfin. Je dis très bien mal parce qu'il est viré des États-Unis, on l'a oublié aujourd'hui, mais il est carrément, il est viré, quoi. Oui. Et mais surtout, Charlie Chaplin, c'est le jumeau d'Adolf Hitler. Ils sont nés à quelques jours de différence. Donc je l'ai pas forcément joué dans chaque livre, mais au fond, quand Charlie Chaplin termine le scénario du dictateur, Hitler, qui est donc le modèle du dictateur, déclenche la Seconde Guerre mondiale. C'est au même moment. C'est assez étonnant comme rapprochement. Et il y a aussi Jeanne Calment, bien sûr, que vous évoquez. Elle est très intéressante, Jeanne Calment, parce que vous vous rendez compte, à 50 ans, elle marie sa fille. Elle a 50 ans. Tout le monde, vous voyez ce que c'est, 50 ans. Eh bien, il lui reste 72 ans à vivre. Je ne sais plus si c'est 72, 73. Elle est montée à 122 ans et demi. 122 ans, donc 72 ans à vivre. Vous voyez, et vous dites, c'est fantastique, à 50 ans, il me reste 72 ans à vivre. Sauf qu'elle ne le sait pas. Oui. Elle ne le sait pas, elle vit comme vous et moi, elle vit au jour le jour, en pensant qu'elle n'en a plus pour longtemps. Mais il lui reste 72 ans. Celui qui va véritablement en souffrir, lui, c'est son notaire. Oui. Puisque lui va lui acheter son appartement en viager, et il va mourir avant elle, évidemment, et sa femme finira par payer les dernières traites à Jeanne Calment avant qu'elle meure, et elle aura payé l'appartement le double de sa valeur. Mais elle était tellement célèbre que des lettres Jeanne Calment en France arrivaient dans sa maison de retraite. C'est assez étonnant. Alors, vous parlez de ce livre comme un guide culturel en même temps, comme un catalogue d'expériences vécues, Frédéric Tadei. C'est un catalogue d'expériences vécues, je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez plus dire que ça n'est pas de votre âge, aussi bien quand vous avez 50 ans que quand vous en avez 15. C'est formidable de savoir tout ce que les gens ont pu faire, tout ce qu'ils ont pu rater aussi, à votre âge. C'est très exaltant. Et vous dites aussi qu'à 45 ans, on peut devenir Gandhi, Sanders Davila ou Sami Nasri. Parce que c'est à 45 ans que Gandhi est devenu Gandhi. Vous voyez, avant ça, Gandhi, c'est un type qui est avocat en Afrique du Sud. C'est pas le leader d'un parti indépendantiste en Inde. Il attend 45 ans pour ça. Mais on ne le sait pas parce qu'on ne nous dit jamais l'âge des gens. Oui, les femmes le cachent, c'est peut-être une erreur. Oui, et puis mais c'est très intéressant de savoir que c'est à 45 ans qu'on devient Gandhi. Alors, vous évoquez aussi ces expériences vécues et vos vacances perpétuelles, parce qu'à 33 ans, vous étiez à peine un débutant. Non, à 33 ans, je commençais déjà... C'est là que j'ai commencé à faire de la télé. Oui. Je travaillais depuis 4 ans. Pour moi, c'était déjà énorme. Vous avez encore continué. Alors cette collection va se développer parce que finalement il y a beaucoup de choses à raconter. Il faut faire des choix aussi. Il faut faire des choix.
franchement, je pense qu'elle va se développer parce que, comme je vous l'ai dit, on en sort 15 volumes là, mais il y en a 40 qui sont prêts. Et puis, je pense que c'est intéressant dans tous les pays. Parce que là, c'est la version française. Il y a beaucoup de Français. Mais vous enlevez les Français, vous mettez des Italiens et vous faites les Birthday Books en Italie, etc., etc. Mais personne n'y avait songé, curieusement. Personne. Comment ça se fait? Parce que la segmentation par âge n'existe pas. C'est ça qui est drôle. Et qu'en fait, on n'a pas réalisé que c'était l'angle mort de toutes les histoires. Et quand vous m'avez raconté ma vie tout à l'heure, je me la refaisais dans ma tête en me disant, mais quel âge j'avais. Exactement. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est de savoir qu'effectivement, entre 19 et 29 ans, je n'ai rien fait. Mais je n'ai vraiment rien fait. Et à la fin, ça devenait vraiment pénible. Et l'avenir maintenant, pour les 10 ans à venir, à part continuer cette collection? Franchement, c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. J'ai envie, j'y pense en me disant, bon, si ça marche, on fera une version de luxe avec des illustrations. Et on verra la tête des gens au même âge. Vous voyez, mais à travers les âges. Vous voyez, et ça serait très très drôle de voir, regardez, 50 ans. Vous prenez Simone Signoret dans Le Chat et dans La Veuve Coudert. Elle joue une vieille dame. Et puis vous prenez Monica Bellucci, elle est dans James Bond, c'est une James Bond girl. Elles ont le même âge. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses passionnantes. On lit ça vraiment comme des petites nouvelles, des petits romans, avec des noms qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas forcément. Les premiers volumes sont sortis, donc il y a 20, 33 ans et 45 ans. Il y a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 50. Ben voilà. Écoutez, il y a de la lecture pour les semaines à venir. Merci d'avoir pensé à cette idée et merci d'en parler avec tellement de passion, Frédéric Gély. C'était un plaisir. Et réciproquement, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.